Bonsoir, merci beaucoup de nous avoir invités pour ce cycle de conférences. Nous sommes extrêmement flattés. Quand on regarde les invités précédents qui sont des architectes par émérites ou des grands dessinateurs, on a moins de 40 ans, on n'a pas construit ou très peu, donc on est Bon exemple pour donner l'espoir aux prochaines générations. Donc l'idée c'est qu'on a peut-être 45 minutes pour vous présenter. Alors ce qu'on propose c'est de vous présenter un peu notre parcours très rapidement, vous montrer les projets qui sont en cours, des projets d'architecture, parfois de décoration intérieure ou d'aménagement. Et la deuxième partie sera plus spécifiquement, on rentrera dans le détail du musée à Guggenheim. Donc, ça. Tu veux parler de... donc Hiroko et moi, donc on avons commencé notre carrière après le diplôme. Nous sommes allés au Japon, nous sommes rencontrés au Japon. Nous avons travaillé pour des cabinets prestigieux, puisque moi j'ai travaillé d'abord pour Sejima, au moment où il y avait le concours du Louvre à Lens, qui était donc ce concours restreint. Elle avait été sélectionnée et j'étais le français de service pour traduire le programme sous forme de maquette, ou sous forme de croquis, de plan. Et suite à ce concours, je suis allé travailler chez Kangokuma pendant 3 ans au Japon, sur de nombreux projets, notamment en Europe et en France, ce qui m'a permis de remporter avec Kangokuma 2 centres d'art contemporain, à Besançon et à Marseille, de monter la structure Kuma Europe et de la diriger pendant 3 ans. Mon côté. Moi, après diplôme, j'ai commencé à travailler chez Gelbam parce que j'étais très intéressée par sa position très sociale. C'est vrai qu'à l'époque, il a fait comme architecture, urgence pour... comment ça s'appelle? Comment dire ça? Pour... comment ça t'aurait dit? Urgence. Ouais. Urgence, oui. Et du système de structure très expérimental et son passion sur la structure. Donc j'ai passé 3 ans là-bas et donc j'ai travaillé sur petite échelle, donc le mobilier jusqu'à le musée et de la guerre, tout ça. Oui. Comment ça marche? Ouais, il faut... On scroll up. Oh. Ah, c'est bon. Ouais, voilà. Ça y est, j'ai compris. Ok. Donc ça, c'est notre agence. Donc on est à Paris, dans le quartier de Oberkampf. Et donc nous sommes une dizaine d'architectes à travailler. Donc c'est un peu un garage, ce qui est pas mal en fait pour faire des maquettes. Et puis le soir, on ne sait pas vraiment quand c'est le soir puisqu'il n'y a pas vraiment de fenêtre, donc ça permet de faire des longues heures sans avoir d'être perturbé. C'est très mauvaise construction avec très peu d'isolants et donc on souffre bien en été. Non. Ok. Donc ça, il s'agit d'un petit projet d'aménagement intérieur. Donc c'est une pâtisserie qui est avenue de Breteuil à Paris, donc avec un budget extrêmement limité. Donc notre objectif était d'en faire un lieu le plus neutre possible, de manière à révéler ce qui était l'essence du métier de ce jeune pâtissier, à savoir la pâtisserie, le chocolat aussi. Donc manière présentait peut-être un peu comme une galerie peut-être d'art contemporain, mais très très blanc, très neutre, et puis quelques objets suspendus, flottants, qui permettent de présenter les pâtisseries. Ici, c'est un autre aménagement intérieur, c'est le restaurant
c'est un client avec qui on travaille régulièrement, qui nous a fait confiance au moment où on a créé notre société, qui nous a demandé qui a 15 restaurants, qui en développent régulièrement. Et il nous a demandé de repenser sa décoration et son image de marque. Et donc nous avons travaillé à la fois sur les aménagements intérieurs et aussi sur le mobilier, avec une attention particulière qui est liée peut-être à notre expérience de travail sur les salles, les auditoriums, etc., avec Kagokuma ou Shigaruban. Nous avons un travail très fin sur tout ce qui est l'acoustique, puisque nous avons travaillé avec un acousticien de manière à, derrière cet habillage en chaîne, tapissé d'absorbants en laine de bois, en fibre de bois, et avec un travail sur la lumière un peu. Oui, parce que normalement, le sushi en conveilleur est considéré vraiment comme fast food. Et fast food, on ne peut pas imaginer d'avoir l'ambiance tranquille, noble. C'est souvent, il y a la musique derrière, il faut parler fort. Cette expérience, ça vraiment baisse la qualité de ton. Donc, on voulait vraiment offrir, juste par ce confort acoustique, tu peux parler avec tes amis avec le voix normal et justement passer un petit moment sympathique. Et aussi, pourquoi on a dessiné le mobilier et le lampe, c'est de faire disparaître tout de ready-made product dans le catalogue. Donc, tu es considéré, tu es dans l'espace soigné par le soin de restaurant et nous, et cet effet d'être traité comme ça offre l'autre niveau de l'expérience qu'on a pensé. Ça, c'est la chaise. Et aussi, derrière... Ouais. Et cette chaise était fabriquée dans l'usine, la région Jura, parce qu'il y a une ébéniste française qui a une très bonne technique, qui a vraiment la connaissance sur bois et les techniques, mais ils sont en crise en même temps, parce qu'il y a aussi l'IKEA qui vend des mobiliers très très pas chers. Et donc, justement, on a proposé de travailler ensemble, de faire le mobilier de qualité ensemble. Donc ça, c'est un projet. Donc c'est le projet qui est au Bourget du Lac, à 1 heure de Lyon, en fait, dans le campus universitaire. Donc voilà une image du lac. Donc on est sur un site assez exceptionnel, puisqu'on est au milieu des montagnes. Et donc il s'agit d'une université pour former des ingénieurs à la question du développement durable et aux matériaux, à la consommation énergétique des bâtiments, etc. Donc il s'agissait donc d'un concours, donc un marché public que nous avons remporté. C'est le dernier projet d'ailleurs sur lequel nous avons travaillé, dernier concours, et c'est le projet sans doute qui sortira en premier de l'agence, puisqu'ils sont assez efficaces. Donc nous sommes sur 4 volumes. Notre approche a été d'imaginer que les espaces interstitiels que nous avons créés, que vous voyez ici, qui sont sous une forme d'atrium, en forme de croix, et c'est un espace qui n'était pas demandé au programme, que nous avons proposé dans le cadre du concours, de manière à générer une fragmentation et qui est le lieu que nous avons imaginé comme étant le lieu de la rencontre pour les étudiants, pour créer un esprit d'école, et aussi faire des cadrages sur le paysage environnant. Alors voici un autre projet qui est aussi un concours restreint, marché public. Il s'agit donc du parvis pour le tribunal de grande instance à Paris. Donc nous sommes à proximité du périphérique. Vous pouvez voir dans l'image en bas à droite, c'est le périphérique, et la tour gigantesque, c'est 140 mètres de haut, qui est dessinée et en ce moment en chantier sous la direction de Renzo Piano. Donc nous avons gagné le concours pour faire le parvis. C'est un triangle qui fait environ 9000 mètres carrés, qui est au pied de la tour, et donc qui est traité essentiellement en granit, et puis avec des zones enherbées qui forment. À l'origine, il y avait 3 régions enherbées avec des arbres,
et des mâts qui viennent apporter tout ce qui est éclairage, éclairage nocturne, avec des mâts exceptionnellement hauts, disproportionnés, ou alors justement proportionnés pour, en relation avec cette tour de Renzo Piano, mais aussi un peu comme une porte symbolique, puisque nous sommes à la porte de Clichy. Et ce qu'on a, notre proposition, c'est comment dire, pas très expressif, tu peux dire. Et on a essayé d'être justement comme ça, c'est parce que ce terrain, il y a déjà TGI et il y a un autre architecte pour Avenue et il y a un autre architecte pour le parc. Il y a plein de projets auteurs et tout le monde a une sorte d'identité. Et donc justement, nous, on est au milieu de cette identité. Donc au lieu d'ajouter un autre de plus, on a essayé de reculer pour harmoniser un peu et calmer la langage. Alors ça, il s'agit d'un concours ouvert. Ah non, ça c'est Guyane. C'est un projet à nouveau concours public restreint que nous avons gagné il y a 2 ans et qui est donc en Guyane française. C'est au nord du Brésil, entre le Suriname et le Brésil. Donc c'est un climat tropical, on est en forêt amazonienne. Et l'objet consiste à investir l'ancien hôpital militaire et colonial, qui est donc une enceinte, c'est 8 édifices dans une enceinte, avec une valeur patrimoniale intéressante, puisque c'est un ensemble 19e. Et en Guyane, il y a relativement peu d'architecture et il y a peu de patrimoine. Donc ça a d'autant plus une valeur pour les Guyanais. Et l'objet est donc d'en faire un lieu d'art contemporain, un lieu pour la mémoire et la culture, donc un musée. Il y a une cinémathèque, une crèche et un ensemble de bureaux pour pouvoir permettre au service de faire le fonctionnement de cet ensemble. Ce qui est intéressant de ce projet, c'est parce qu'il y a c'est le projet patrimoniaux. Et normalement, c'est l'architecte de patrimoine qui peut être le mandataire. Mais justement, il y a Monsieur Michel Collardel qui a initié, qui était le penseur de ce projet. Au moment des visites de site, il a expliqué pourquoi il a fait exprès de mettre architecte mandataire. Et en cours de concours, le site était inscrit, donc classé. Donc tout le bâtiment est devenu de patrimoine. Et il a expliqué que je peux expliquer peut-être mieux. Oui, c'est-à-dire que le principe de classer alors que le concours était déjà avancé, c'était se permettre d'ouvrir le marché le concours à proprement parler, la procédure de concours à des architectes qui n'étaient pas spécifiquement architectes des monuments historiques, et donc d'ouvrir la réflexion à des architectes de tout horizon. Donc il y avait Lacaton et Vassal, il y avait Rechen et Robert, Jacob McFarlane et nous-mêmes. Et donc qui avions dans notre équipe des architectes du patrimoine, mais la direction, le mandat était à des architectes sans casquette spécifiquement patrimoniale. Donc ça c'est en effet Michel Collardel qui a revendiqué cette position, qui est un peu une astuce pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus peut-être contemporain ou un peu qui bousculait les habitudes. Ce projet est très challenging parce que déjà le climat est très différent, parce que toute expérience française ne permet pas de même, on peut pas faire la même réflexion comment faire ici. C'est très tropical et tout le matériel vieillit différemment. Et notre point de challenging, c'est vraiment de créer ce centre culturel
pour la population de Cayenne était très important, parce que M. Colladel a expliqué qu'il y a plus de 80% de population sont moins de 25 ans, et ils n'ont pas vraiment de comme structure culturelle. Donc c'est vraiment un premier établissement culturel pour eux de découvrir quelle était l'histoire, quelle est les cultures d'origine, tout ça. Donc voilà, dans la cour. Donc on a un ensemble, on voit un bâtiment L avec des volets persionnés qui sont vraiment de toute beauté. Et l'ensemble du musée, là, cette partie-là est ventilée naturellement. Donc c'est une très belle conception 19e. Et ici, pour la partie contemporaine, donc nous avons, outre la question de la restauration des bâtiments existants, l'intervention est limitée à 2 grandes toitures, avec une surtoiture en bois et une sous-toiture en bois, qui permet donc, d'un point de vue de faire ombre sur la toiture, et puis qui est aussi dans une logique que nous avons estimée qui est un peu modeste, de manière à... On est dans la tradition un petit peu de ce qu'on appelle le carbet en Guyane, qui est en fait un habitat vernaculaire très, très basique, c'est la toiture, et comme il fait 30 degrés toute l'année, et que le problème c'est que le soleil est très dur, qu'il pleut énormément, en fait il faut juste se protéger du soleil et de la pluie, et on est dans des conditions pour pouvoir vivre de bonnes conditions. Donc en fait c'est un peu une évocation, enfin plus qu'une évocation, on se réfère très clairement à ça. Alors voilà notre projet sur lequel on a travaillé, qui est un concours restreint à nouveau, marché public, pour la ville de Beauvais, qui a lancé une consultation pour un théâtre de 800 places dans le centre-ville. Donc un centre-ville historique assez exceptionnel, parce qu'on a la plus grande nef d'Europe, qui est donc gothique, on a proximité donc on la voit au fond dans cette image, on est à proximité d'une église romane, et la cage de scène, du fait de son volume lié à la programmation, émergeait dans le paysage comme un 3e élément au milieu de deux constructions emblématiques dans le paysage. Donc on a décidé de faire une composition en volume fragmenté, qui utilise de la brique, une brique qui est un élément de construction qui est assez fréquent, voire il y a des fours dans toute la région, des fours qui datent de 1800, 1900, des fours Hoffmann, assez incroyables. Et donc on a naturellement pensé que la brique était le matériau adapté. Et on a travaillé sur une argile blanche. Voilà, les éléments fragmentés à l'arrière du théâtre. Le foyer. La salle de 800 places. Pourquoi on a fait cette composition de plusieurs boîtes? C'est parce que le programme de théâtre, il y a toujours cage de scène, qui est le boîte plus haut, qui montre depuis loin, on comprend tout de suite que c'est théâtre à cause de ce volume. Et donc souvent c'est pas très très beau, et parce que c'est très direct. Donc on a essayé de fragmenter de chaque volume et qui semble qui partage un peu de vocabulaire, et on joue cette émergence pour ce boîte-là, et on propose aussi des boîtes extrêmement longues, extrêmement étroites et vastes, et il y a aussi de l'espace entre chaque boîte que visiteurs sont invités pour promener, pour trouver sa place et faire des visites différemment chaque fois. C'était ça. Et donc, voilà, pour le projet que nous avons appelé Art in the City de Guggenheim. Donc, en effet, un concours exceptionnel avec un nombre de concurrents inédits, historiques dans l'histoire des concours. Et donc, client exceptionnel, marque exceptionnelle, Guggenheim, et ville exceptionnelle, puisqu'on sait que les Finlandais ont une vraie culture de l'art, de l'architecture, du design.
en bord de mer, en centre-ville. Donc vraiment des conditions extrêmement excitantes pour faire ce concours. Nous avons fait au mois d'août, il y a 2 ans, 1 an et demi, la première phase. Et donc voilà le site qui est dans sa disposition. Donc je ne sais pas de quand est datée cette carte postale, on n'a pas trouvé de précision sur cette archive, mais clairement c'est avant c'est des calèches qu'on peut apercevoir, donc c'est avant la mécanisation. Et donc le site est aujourd'hui plus ou moins dans ces conditions-là, à excepter que l'ensemble de l'espace à droite est couvert d'un parking. Notre site. Qui est notre site. Donc en fait, il y a un vrai enjeu de reprise à travers ce projet, de reprise des piétons, de reprise de reconquête du littoral par les piétons vis-à-vis de la bagnole, pour faire simple. Donc, Hiroko, tu veux peut-être parler de cette illustration? Oui, c'est base IceView. Donc là, on trouve notre site. Ça s'appelle South Harbour. Donc c'était vraiment l'entrée de la ville de Helsinki. Donc ils ont vraiment la culture maritime. Et il y a à gauche, il y a Silja Line qui est le grand bateau de 40 mètres et qui arrive toujours à 10 h du matin et part à 17 h. Et il ramène combien de touristes par jour? Je crois qu'il y a 2 millions, il y a environ 2 millions de passagers par an. C'est une porte pour la ville d'Helsinki, puisqu'il y a des croisiéristes qui font les villes de la Baltique, qui visitent Stockholm, Copenhague, et qui découvrent Helsinki par ce lieu. Il y a aussi des gens qui travaillent, qui peuvent aller à Stockholm dans la nuit. Et là, il y a le Old Market. Donc, ça existait dans la carte postale aussi. Donc, c'était rénové récemment et il y a toujours beaucoup de gens. On peut manger, prendre café. Et là, c'est Open Market. C'est toujours, il y a beaucoup de gens. C'est des marchés de nourriture. Et là, ça montre un peu au bout de Esplanade. C'est un peu comme l'équivalent de Champs-Élysées pour Helsinki. Il y a toutes boutiques de design et de vêtements et de café. Là, juste en face du site, c'est l'hôtel Palace. C'était l'hôtel qui était construit en 1952, au moment des Jeux olympiques à Helsinki. C'est le monument très important pour des gens de Helsinki. Et nous, par hasard, on a visité Helsinki en privé et on a resté dans cet hôtel Palace. Donc, on connaissait un peu l'ambiance déjà. Ça nous a aidé pour réfléchir. Et là, c'est le quartier culturel. Il y a le Design Museum et le musée d'architecture. Là, il y a une petite colline, des gens font des pique-niques, souvent. Derrière, il y a un autre pique-nique encore, il fait des pique-niques. Et... Ouais. Est-ce juste pour la question de cette fréquentation portuaire, c'est-à-dire donc il y a 2 millions de passagers, mais il y a aussi Saint-Pétersbourg, c'est tout de suite à côté, Tallinn en traversant aussi. Donc on est vraiment dans un carrefour dont on ne mesure pas forcément l'ampleur depuis notre position franco-française. C'est-à-dire c'est un peu une petite Méditerranée qui met en relation tout un ensemble de pays avec une économie particulièrement forte. Il faut savoir aussi que Helsinki est sur une route qui va vers l'Asie, et donc il y a un aéroport à Helsinki qui a des taux de croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années, parce que c'est la route la plus courte pour aller en Chine et au Japon. Donc ça explique aussi un petit peu pourquoi peut-être que Guggenheim et Helsinki ont trouvé cette idée d'aller faire le concours. Donc ici, en jouant un petit peu sur l'image, on voit donc la composition fragmentaire du projet. Une passerelle qui permet de relier la toiture. Donc on a une toiture qui est entre les différents volumes, qui ici vient se relier sur une passerelle qui passe au-dessus de la route, au-dessus du tramway, et qui relie la partie haute de la ville.
ici, c'est l'entrée principale, mais étant donné qu'on a aussi la possibilité d'entrer par différents points dans le musée, à travers ces espaces interstitiels. Néanmoins, il y a quand même un caractère d'entrée principale et de pavillon d'accueil, où ici, nous avons une galerie d'art contemporain avec une partie vitrée qui fait showcase, qui fait vitrine, et qui fait appel pour inviter les passagers, les riverains, voilà. Cette photo, elle illustre la recherche qu'on a fait entre la phase 1 du concours et la phase 2. Donc on a travaillé sur différentes échelles et surtout on a travaillé sur la disposition notamment de la tour, puisque là on voit la phase 1, on a la tour au nord du site, et en phase 2 elle est passée au sud, suite à des doutes émis par le jury sur la proximité de cette tour vis-à-vis des bâtiments et des riverains qui étaient à 40 mètres, quoi. Donc on a travaillé sur ça, à travers beaucoup à travers la maquette, des maquettes à des échelles plus zoomées, pour tout ce qui est la question structurelle, la question de la lumière naturelle. Voilà, bon, on travaille beaucoup en maquette, de manière générale. En axonométrie arrachée, on enlève les toitures et on observe un peu ce qui se passe dans le musée. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pavillons en phase 2. Alors on avait 11 pour phase 1. Et donc on va zoomer un petit peu et se balader dans le projet. Ici, en bleu, ce sont tout ce qui est dédié à l'exposition de l'art contemporain. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de cette galerie-là, qui a son rôle d'appel vis-à-vis d'une place. Et donc il y a un format, peut-être tu peux revenir juste avant. La caractéristique de ces galeries, c'est que nous avons essayé de les penser avec chacun une histoire un peu particulière. Plus ou moins dans les proportions, soit plutôt carré, soit plutôt allongé, soit en double niveau, soit très haute. Donc là, on a plutôt un carré ouvert. Au fond, tout à l'heure, on ira voir, il y en a une qui est très haute, qui fait 25 mètres de haut. On en a une très petite qui est proche du café, qui est plutôt pour les artistes émergents. L'idée étant de permettre aux commissaires en charge des expositions de pouvoir organiser un peu à leur guise des expositions selon soit un mode unitaire, c'est-à-dire qu'on connecte les galeries, on a un ticket, on fait la boucle comme dans un serpent, on rentre par un bout, on sort par l'autre, soit de fragmenter et d'avoir quelque chose de thématique, par exemple, qui permettrait de faire des expositions avec un autre discours, une autre histoire. Dans tous les cas, l'idée étant que le visiteur puisse avoir des respirations, et donc qu'on ne soit pas dans un vase clos, mais qu'au contraire, l'ensemble de ces pavillons, à chaque fois, permettent de libérer des perspectives sur le paysage environnant, et donc de rythmer le parcours, de séquencer, et de permettre d'avoir des lieux qui sont, d'un point de vue du programme, donc pas définis, et qui donc sont un peu le lieu des possibles, que ce soit pour faire de l'exposition en plus, pour faire des rencontres, pour faire des groupes de travail autour de l'art contemporain, ou voire même de segmenter le musée, on va le voir après, pour permettre des activités qui vont au-delà de la question purement muséale. Donc en zoomant, tu veux raconter ? Donc ici on a l'endroit où on pose tout simplement, on enlève son manteau, on peut aller aux toilettes, il fait parfois très froid en Finlande, donc on a un système de sas. Peut-être ça, on commence à observer par animation que on s'appelle in-between space, c'est l'espace entre chaque boîte. Il y a premier in-between space, là, ça montre pas tout à fait, mais il y a plusieurs groupes de visite, et donc on essaie de donner, chaque fois en fait, c'est pas juste aléatoire, il y a un saut de dimension pour accueillir au moins 30 personnes à la fois, sans déranger des passages de visiteurs. Donc, on a essayé de donner, en fait, peut-être vous allez voir le prochain slide. Bon, ici, de manière plus classique, représentée par une perspective, l'entrée, le pavillon à droite qui est
le pavillon vitrine. À gauche, le premier pavillon, c'est à la fois c'est la boutique en réalité, et on passe entre ces deux pavillons pour avoir l'accès, billetterie, vestiaire, sanitaire, etc., information. Une photo de la maquette. Là, légèrement bleuté. Il y a deux valeurs de bleu. Il y a un bleu un peu plus foncé, en partie haute, c'est tout ce qui est logistique, donc livraison par semi-remorque, déballage, stockage, etc. Coffre-fort, quarantaine, etc. Donc l'idée, c'est que c'est aussi lié à la problématique du sol, c'est-à-dire que le sol étant dans l'eau, avec des puits en bois qui ont été construits un siècle avant, l'enjeu était d'éviter de creuser, et donc la logistique s'imposait comme étant de plein pied avec le musée. Donc, plutôt que de la subir, on l'a rendue partiellement visible, puisqu'il y a des fenêtres en fait qui sont générées, et l'espace interstitiel est partiellement de la logistique et du déplacement d'œuvres, et donc les visiteurs peuvent observer les mouvements, voir quand l'ensemble de la distribution d'une exposition est stoppé et finalisé, voire utiliser, emprunter cette circulation que j'appelle le ventre, dans le ventre du musée. Et en bleu ciel, c'est la partie qui est ce qu'on appelle free ticket area. Donc on peut traverser le musée sans son ticket. On n'est contrôlé que à l'entrée des pavillons. Et donc il y a un lieu de rencontre où on peut imaginer qu'on se rende au musée, non pas nécessairement pour aller voir une galerie ou une exposition spécifique, mais qu'on puisse s'y rendre pour se donner rendez-vous, pour aller aux toilettes, pourquoi pas uniquement, parce qu'on sait que c'est un endroit qui est propre, qui est agréable, qui est chauffé. Et donc c'est un lieu qui se veut être sur la route, qu'on aille au parc, qu'on aille au marché, et qui participe à la vie de tous les jours de la ville. Donc si on zoome, voilà ici on a une courette qui articule différentes boîtes. Donc à droite, ici c'est la partie boutique, la courette, donc un jardin. Là on a deux galeries, avec une partie logistique au fond. Ici le café avec une cuisine ouverte. L'idée que potentiellement puisse imaginer que cette cuisine puisse être le lieu de cours de cuisine, que ce soit un lieu de participatif dans lequel on ne soit pas uniquement dans de la vente pure, mais dans quelque chose d'un peu plus actif et pourquoi pas artistique, puisqu'on a proposé une galerie de petite taille qui est en connexion directe avec la partie restauration pour imaginer des rencontres informelles entre pourquoi pas mécènes et artistes émergents ou donateurs et activer la vie artistique locale. Voilà, on voit au fond le café. Et l'horizon. Donc ça, c'est une image dans une des galeries. Donc on est sur un système de construction en bois. C'est un système qu'on appelle Carto, c'est ce qu'il y a de plus performant en termes d'assemblage aujourd'hui. Donc il s'avère que c'est un produit finlandais. Et donc là, on arrive à faire 24 mètres de portée par ces triangles en forme de V, et qui en plus permettent, par leur assemblage, de préparer un système de shade et d'amener de la lumière naturelle. Sur le toit, on a un deuxième niveau d'accès au musée qui est à nouveau sans ticket, puisqu'on connecte la partie du jardin, du paysage, la colline arborée, et la partie le long du littoral. Ici, on est sur donc l'idée, c'est qu'aussi ce musée puisse être fragmenté et avec une capacité de le compartimenter, de splitter entre deux entités. Donc simplement en fermant ici, on propose que le Guggenheim puisse louer une partie du musée pour des activités qui n'aient potentiellement rien à voir avec l'activité habituelle d'un musée. Donc ici, on a l'auditorium, ici une salle polyvalente. À l'époque, il y avait même un petit ferry terminal, mais c'est en train d'évoluer, et un restaurant qui est ouvert donc la nuit.
Donc l'idée, c'est qu'en fermant ici, on puisse louer une partie du musée pour une fonction ouverte à un événement. C'est aussi pour proposer la vie de nuit de musée. Donc le musée ne ferme peut-être 6 heures, mais après 6 heures, souvent ça ferme et c'est tout noir. Mais peut-être ce parti-là continue d'être actif et ce site avec cette lighthouse, ça deviendra comme un sort d'antenne. Il y a une vue 360 degrés sur la ville, sur la mer. Ah, pardon. Donc en zoomant un petit peu. On a imaginé qu'il y a peut-être un spectacle dans l'auditorium où il y a peut-être lecture comme ça, et après il y a un sort de cocktail, ça se passe dans le multifunctional space ou foyer, dans le in-between space, et puis continuer soirée dans le restaurant, le dernier étage de la tour. Ouais. En haut, on a une galerie qui est verticale, qui fait donc 24 mètres de haut, et qui est celle-ci. L'idée donc de pouvoir offrir au commissaire du musée la possibilité d'avoir des œuvres exceptionnelles qui font un peu écho à ce qui existe à New York, dans le MoMA, puisqu'on a la spirale dont le vide fait approximativement 24 mètres. Donc on peut imaginer que les personnes en charge des expositions puissent se projeter et avoir une pièce qui soit aussi bien montrable dans des conditions à New York qu'à Helsinki. La partie de la tour, elle concentre tout ce qui est donc les bureaux. Nous avons 2 niveaux de bureaux ici. Ici, c'est un étage technique purement. Enfin, des cuisines et ce qui a été appelé par certains le lighthouse. Donc en français, c'est le phare, qui est le restaurant avec la vue panoramique sur le site. Donc on voit à nouveau ici et le restaurant tout en haut. Voilà. Et ça c'est l'équipe. Voilà. Enfin. On a fait un peu de traité. Je ne sais pas si on est bon dans le timing. Si, c'est très. Merci beaucoup Nicolas, merci Hiroko. On va passer à une petite série de questions, donc n'hésitez pas à prendre la parole. La première pour Madame Didier. Voilà, je vais poser la première question pour chauffer la salle, comme on dit. Donc j'ai une question sur la question du rapport de l'art au musée, en fait. Est-ce que le Guggenheim, qui depuis 59, de mémoire en tout cas pour le projet de Wright, donc ça fait 57 ans, hein, si je... a lui-même évolué dans la demande, justement, entre un art contemporain qui lui-même a évolué en presque 2 générations dans ses modes d'expression, est en demande, ou a été en demande pour ce projet, d'être aussi dans une évolution du mode de fréquentation, de monstration. Est-ce que ça fait partie de la demande initiale, ou pas, dans le programme ? Ce qui était demandé dans le programme était suffisamment large pour permettre un peu d'interprétation dans la taille et dans l'agencement. Ce qui était clairement dit, c'est qu'il y avait qu'on devait trouver quelque chose qui était ce qu'ils appelaient le musée du XXIe siècle. Donc il y avait une recherche, il y avait une attente forte sur l'idée de qu'est-ce que ça allait être, comment on pouvait réinventer. Et évidemment, il y avait quelques pistes qui étaient ouvertes, sans être... qui sont en fait un peu évidentes, c'est-à-dire comment faire un musée qui soit ouvert pour tous, démocratique, qui sont peut-être pas évidentes, mais qu'on peut... Ouais. Donc notre proposition de de pavillon fragmenté, on n'a pas fait ce choix par juste une question d'esthétique, et aussi de bois noir, c'est pas une question d'esthétique, et parce que on voulait avoir l'expérience d'art contemporain plus
compact et plus accessible et plus light. Et tu peux porter avec toi quotidiennement. Donc, c'est-à-dire que tu peux arriver en vélo, si tu n'as que 1 heure, tu peux visiter vite un pavillon, mais tu n'as pas besoin de passer toute ta journée entièrement le week-end. Et ça coûte cher et tu dois regarder toute collection et t'es épuisé à la fin de journée. C'est pas ça. Donc ça, c'est vraiment la rencontre avec des arts à la manière classique pour moi. C'est le musée, c'est un volume monolithique et très emblématique et très top-down. Et cette culture, c'est quelque chose réservé aux intelligents, c'est très noble, c'est pas pour toi, parfois. Non, on voulait proposer quelque chose qui rentre dans la poche. C'est après la marché, si tu prends le café, tu viens juste pour prendre le café, tu n'as pas besoin de regarder la collection, mais peut-être tu peux revenir, puisqu'il y a plein d'activités qui se passent à hauteur, non seulement liées à l'activité du musée, et surtout comme variation et l'attitude du musée. C'était ça qu'on a cherché en fait. Bon, peut-être que ce n'est pas la réponse. Une question, je vais passer le micro. Quelqu'un aura une question? Bonsoir. C'était pour savoir, le bois noir, c'est du bois brûlé? Oui. Oui, on a choisi ce matériel, c'était très important parce qu'on a décidé vraiment au début du concours. C'est vrai que dans le programme, c'était conseillé d'utiliser le timber, donc c'est le bois. Donc on a fait des propositions de structure en bois. Mais aussi, ce bois brûlé, c'était fait en Finlande. Ils sont sous culture de bois brûlé pour son cottage. Donc cette petite cabine sur l'île, des gens sont habitués de faire de maintenance quotidiennement. Et par hasard, au Japon, il y avait cette technologie aussi. C'était très traditionnel. Notre contrainte, c'était le site vraiment à côté de la mer. Donc c'est le problème de sel, et donc c'est le bois, c'est le fou, et insectes, et qu'est-ce qu'il y a? De l'eau. De moisissure. Donc, bois brûlé, c'était le matériel honnête, c'est de bois et brûlé. Et donc, après, brûlé, pour regarder encore le texture de bois, et même peut-être il y a l'odeur de brûlé, et cette communication, et aussi, on aime bien, en fait. C'est de l'utilisation de simples matériels par simple action, comment dire? En fait, le traitement deviendra quelque chose de plus performant et résistant au feu, de l'eau et du sel. Ouais, c'est-à-dire que au Japon, c'est le Sugiban. Yakisugi. Yakisugi. Ouais. Donc c'est un hasard, mais les Lapons utilisent ça pour rendre leur construction plus durable, puisque ça résiste mieux aux intempéries, ça résiste mieux au feu aussi, ça prend moins bien. Donc c'est vrai que c'est intéressant, et l'idée c'est qui nous plaisait, et comme c'est un concours ouvert, on a peut-être une liberté, on prend des risques peut-être un peu différents en se disant bon, on y va, de toute façon les chances qu'on a au bout sont tellement limitées, faisons vraiment ce qui nous plaît. Et l'idée que on puisse utiliser ce matériau qui est en fait hyper simple, qui n'existe pas comme un mode de construction standard, puisse devenir quelque chose pour un bâtiment institutionnel. Le message en étant choisi est assez excitant, en disant qu'on n'est pas les seuls à se dire que ça peut être possible en fait. Et aussi, il y a en fait scheme au Japon, parce qu'au Japon, Finlande, c'est le pays avec beaucoup de forêts. Donc, il y a source forestière très important. Au Japon aussi, par hasard. Et le gouvernement japonais a récemment, il y a 10 ans, a lancé un sort de système pour subventionner des communautés et encourager les architectes d'utiliser le bois en priorité en échange d'avoir un petit subvention. Pour faire l'upscale de tout comme producteur de
producteur de bois, on peut dire ça, de bois. Donc on était un peu intéressés, peut-être on peut essayer, parce que Finlande était très motivée de réactiver son industrie avec leurs ressources forestières, de mettre un niveau plus dynamique et plus international. Donc peut-être ça peut être un moteur, notre projet peut être un moteur pour faire l'upscale. Merci. Peut-être juste une précision, le bois brûlé, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Que les gens comprennent bien. Donc, le principe, c'est que ce sont des... Donc là, je crois que c'est du pain. Hein, c'est du pain. C'est du pain. Enfin, il y a plusieurs essences, mais le pain fonctionne très bien. Et la surface est brûlée. Donc, traditionnellement, on mettait les planches les unes contre les autres. On allumait un foyer au centre. La surface vient se carboniser. Et ça suffit. Aujourd'hui, il n'y a pas de process industriel pour faire ça. Cette technique existe pour des plus petites échelles de bâtiments. Donc, on peut imaginer que dans un système un peu plus large, un peu plus développé, industriellement, on vient cramer la surface par un chalumeau au gaz, que sais-je. Ouais. Et c'est fini. Après, on peut le brosser, on peut l'huiler, on peut lui appliquer un certain nombre de traitements. Voilà. On peut même essayer de faire de type un peu plus performant. Ouais. C'est de fusionner avec Thermowood. Ouais. Thermowood, c'est une technologie très intelligente, finlandaise. C'est du bois étuvé, en fait. Oui. Donc, il n'y a plus de particules qui intéressent les insectes. Il n'y a pas de l'eau qui gonfle après. C'est vraiment sec et on pense d'appliquer le brûlage sur la surface. Sur un bois qui est préalablement étuvé, donc cuit au four dans un premier temps. Donc il ne reste que la lignine et ça rend le bois putrescible, ça le rend insensible en effet aux variations, moins sensible aux variations de température et d'hygrométrie. Ça c'est le côté très technique et performant et nous on est très attentif de l'aspect noir parce que c'est vrai que c'est très choquant pour les Finlandaises parce que les Finlandaises adorent le blanc. Ils souffrent de ne pas avoir suffisamment de lumière. Donc, on était questionné plein de fois après d'être lauréat. Nous, on n'a pas fait de proposition de bâtiment noir. C'était par le choix de procès et de faire bois brûlé. Et donc, on cherche de finition avec vieillissement. Parce que bois brûlé, ça peut vieillir vraiment comme un peu patiné, argenté, et ça reflète la lumière, donc ça deviendra vraiment autre chose que le noir à mat. Donc tout ça, il y a une étude à faire. Une autre question? Bonsoir. On a vu que vous avez utilisé un système de shed pour quelques bâtiments, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait sur tous les pavillons ou pourquoi seulement sur 3-4 ? En fait, les sheds, on les utilise uniquement sur les pavillons qui reçoivent de l'exposition, des œuvres d'art. Donc on a sur les, je sais plus, on a 4 ou 5 pavillons qui seront des galeries. Et donc on les a conçus comme ça. C'est assez compliqué en fait de faire un shed. Donc on a limité là où uniquement c'était nécessaire. Bonsoir. J'avais une petite question. En fait, il y a un mot qui m'a pas mal interpellé, c'est le mot fragment. Et ma question, elle est plus sur le côté formel. C'est-à-dire comment vous êtes arrivé à ces formes-là. Est-ce que vous avez au départ eu une idée, enfin une appréhension, une intention de ce que vous voulez et que la forme est venue, ou alors c'est le contraire? Parce que là, c'est par l'expérimentation qu'à un moment donné, l'idée de fragmentation est venue. Je ne sais pas si ma question c'est... C'est pas que... vraiment, la première idée, c'est quand on a vu l'image de postcard. On voulait rendre ce site vraiment à l'échelle de piéton.
Donc, en fait, on a pensé tout de suite de saucissonner un peu le volume nécessaire pour donner l'échelle un peu humaine. Et la forme, géométrie, c'est vrai que, comme Nicolas a expliqué, il y a la rue d'accès depuis le centre de Helsinki. On a étiré, donc, pour garder la transparence de centre-ville vers la mer. Et aussi, on a amusé, on voulait vraiment croiser la vue du site et de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que l'expérience de musée, normalement, c'est white box. Donc, tu es enfermé dans la boîte blanc et tu perds complètement la notion de où tu es maintenant. On trouve que c'est vraiment dommage. C'est des sites très spécial pour la ville d'Helsinki. Il faut profiter la mer et l'horizon et la lumière et le parc derrière. Donc, on voulait vraiment croiser ensemble. Louise est là. Ouais, c'est vrai qu'un de musées préférés pour nous, c'est Louisiana Museum. Je ne sais pas que vous connaissez. C'est 1 heure de train de Copenhague. C'est au bord de la mer. Et c'est la combinaison de grands couloirs et de maisons. Et en fait, ça offre beaucoup de coins très intimes que tu peux trouver ton espace et tu peux rencontrer les pièces d'art vraiment à la manière intime et tu peux créer un dialogue vraiment face à face. Et ça, il y a la lumière de la saison, il y a donc le temps, notion de temps et avec qui tu étais. Tout ça, ça fait un marque dans la mémoire. Donc, je trouve que c'est très joli. Donc, on ne peut pas perdre la notion de saison et de lieu. C'est nécessaire pour l'expérience exceptionnelle, on se trouve. Donc, si je comprends, c'est l'expérience qui a amené à la forme. L'expérience de vie au quotidien, en fait, de l'appréhension de l'espace autour, du contexte. Et c'est là que la forme est venue, en fait. Ouais. Après, de manière plus rationnelle aussi. Dans le déroulé, on peut raconter Louisiana, on peut raconter aussi quel est le process de fabrication, où on a de toute façon essayé aussi des choses très différentes pour pouvoir les confronter sur la maquette de manière à vérifier et à évacuer certaines solutions qui paraissaient disproportionnées, mal équilibrées, etc. Donc là, c'est dans ce sens-là d'expérience, c'est l'expérimentation qui a permis petit à petit de diriger sur cette option plutôt que sur une autre. Et une fois qu'on a pensé que la fragmentation était justifiée, elle est aussi liée à une analyse un peu ce qu'on appelle urbaine, typomorpho. On a une grille, je ne sais pas si on a un plan, mais ce fragment qui peut paraître un peu aléatoire est en fait tramé, puisque derrière la ville répond à une grille, mais c'est une grille qui a des déformations. Et c'est la lecture de cette déformation de la grille qui nous, quelque part, justifie ou nous a inspiré pour pouvoir nous-mêmes introduire des endroits, des déformations, qui sont des lieux où on peut imaginer que des activités vont pouvoir prendre place dans des distorsions de la grille. Donc on a la grille urbaine qui est là, elle est aussi dans ce sens-là, mais on a dans une des directions choisi d'apporter des distorsions. Ok. Oui. Je vous remercie. Et après, la question sur la question de la forme, il y a la question des toitures qui nous a été parfois, une fois qu'on était lauréat, même le jury avait mis certaines réserves en disant mais qu'est-ce que c'est que cette toiture, on ne comprend pas, c'est pas finlandais. Enfin, il y avait quelque chose d'assez curieux. Et donc en fait, on a un peu évacué le sujet parce qu'en fait, on aime bien. Ouais, c'est un peu gratuit. On assume un peu la part de gratuité. Ouais, je pense qu'il faut oser, quoi. Bon, mais merci en tout cas. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport à l'eau. Donc, ce musée va être construit à côté de la mer. Donc, on peut supposer qu'il y a des risques d'inondation, je suppose. Et du coup, je voulais savoir comment est-ce que vous avez géré cette proximité à l'eau. Est-ce qu'il y a un traitement spécifique ou quelque chose ?
Donc dans le brief du concours, il était demandé de remonter le terrain naturel de 1 mètre pour prévoir prémunir de l'augmentation du niveau de la mer dans les 100 prochaines années. Juste remonter le terrain de 1 mètre et... C'était la demande qui semblait satisfaire la maîtrise d'ouvrage, oui. On n'a pas de disposition particulière. Merci. Bonjour, j'aurais simplement une question sur la répartition du temps dans le processus de conception. La répartition entre le temps d'analyse du site, d'appréhension de ce site, le temps de recherche que vous avez eu sur tous ces dispositifs de mise en maquette du process de conception, et le temps de production pure pour arriver à réaliser les différentes planches demandées par le concours. Le volumètre avec cette... Allez. Ça, en fait, on a fait ce genre d'exercice. Donc, c'est que définition de la forme et d'auteur, de volume, c'est vraiment jusqu'à 1 semaine avant le rendu. Oui, mais bien sûr, il y a d'autres matériels qui sont en cours, mais ça, c'était... Il y a vérification en maquette et vérification aussi en section et plan, tout c'est en parallèle, et ça, deuxième phase, on avait mal à trouver la forme qui est plus puissante, plus charmante que la première phase. Donc, depuis, on a décidé de déplacer la tour, et... c'était très... On a pris beaucoup de temps. Ici, on n'est pas convaincu et on ne peut pas faire. Et aussi, oui. Le niveau de présentation, le dessin, ça se fait... Ce genre de présentation, ça se fait comme 1 semaine. Il y a 3 couches. Couche d'environnement, couche de végétation et couche d'animation. Et on actualise si ça ne marche pas. En fait, ça, plutôt que l'axonométrie plus zoomée, pour nous, c'était vraiment le document de travail pour vraiment vérifier. C'est pas ça, mais. Ouais. Donc, ça, c'est le document de travail pour nous, pour vérifier chaque coin marche bien avec quel type de situation, quel type de géant. Donc, cette présentation était démarrée assez au début de phase. Et puis, l'image, ça prend 2 semaines. Ça, c'est imposé par le perspectiviste. Donc, on définit un dernier moment, mais on donne le modèle 3D. Et bio. Oui. Alors, j'aurais une question. Je voudrais revenir un petit peu sur la genèse et la maturation en fait du projet et du programme, parce que vous l'avez dit, donc il y a eu un premier tour. Donc vous avez été sélectionné à l'issue de ce premier tour avec X équipes, je ne sais pas combien, 5. On était 6 en tout. 6 shortlistes. Donc de 1700, on est passé à 6. Oui. Et à ce moment-là, j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous avez eu déjà des remarques et des questions du jury. Et que ça vous a permis donc de retravailler votre projet. Oui. Et j'ai cru comprendre aussi que du coup, le programme, vous l'aviez fait un peu comme ça. Le programme a évolué peut-être dans votre esprit parce que le jury vous a fait des remarques. Et une fois que vous avez été lauréat, donc à ce moment-là, vous avez continué à développer ce programme de musée du XXIe siècle. C'est ce qu'il faut comprendre. Oui, en effet. Alors la partie retour du jury c'était par exemple sur la question de la position de la tour. Donc très clairement, ça a remis en cause l'organisation en plan. Donc nous avons intégré la critique, mais de manière différemment. Je réponds un peu différemment à la question, mais entre le premier tour et le deuxième tour, en plus d'avoir une critique du jury, nous avons été invités à Helsinki et la ville a organisé un cycle de conférences qui a duré 3 jours et a invité différentes personnes
des gens qui soutenaient le projet, des gens qui étaient contre le projet, des gens qui expliquaient le fonctionnement de la ville, enfin, un ensemble de... Voilà. Et on a aussi un débat public. Et c'est aussi ça qui a un peu participé à l'évolution du projet, puisqu'il y avait notamment un groupe d'artistes qui étaient contre le Guggenheim. Donc nous avons, entre le premier tour et le deuxième tour, essayé d'imaginer un lieu qui pourrait leur permettre de pouvoir exposer leur travail. Et donc on a fragmenté et on a conçu une galerie d'exposition petite, ouverte sur la mer, associée au café. Et ça, c'est quelque chose qui a été, qui est programmatiquement une évolution. Merci. Bonsoir. En fait, ma question, c'est un peu technique. Dans cet esprit-là de fragmentation, comment vous avez traité techniquement chaque fragment? Est-ce qu'il a été traité chaque fragment tout seul, ou sachant qu'ils ne sont pas vraiment reliés ou reliés d'une façon très transparente, comment vous avez réussi à traiter techniquement le désenfumage, la ventilation, etc. Surtout avec cette toiture qui est pas droite, qui est une forme un peu spéciale, donc qui n'est pas très utilisable, on va dire, techniquement. Donc vous avez fait comment pour gérer ce problème? Alors en effet, c'est très technique, mais on n'est pas dans le degré suffisamment poussé pour répondre à tout ce qui est problématique de désenfumage, par exemple. On n'est pas à ce niveau-là. Par contre, sur les grands principes de ventilation, qui sont déjà en soi assez dimensionnants, on a des murs, en fait, des murs épais, qui font plus d'1 mètre d'épaisseur, dans lesquels on gère tout ce qui est fluide. Donc ensuite, on a disposé des centrales à traitement d'air en fonction de là où on arrive à les mettre finalement. Et donc il n'y a pas de règles strictes. On peut passer un peu en souterrain, on passe parfois en aérien. On essaye d'éviter, que ça se voit. Donc on joue avec ces murs épais essentiellement. Puis ensuite des carneaux pour connecter les différents pavillons. Merci. Voilà, c'est l'heure de la dernière question. Donc, monsieur est très insistant, donc je vais vous passer le micro. Allez. Bonjour. Moi, je me demandais finalement, qu'est-ce que c'est que construire à l'international? Comment vous arrivez sur un lieu qu'a priori vous ne connaissez pas, avec une culture très différente selon les projets? On va quand même de la Guyane à Helsinki, donc c'est pas du tout le même genre de lieu. Et comment vous arrivez finalement à faire un projet qui porte votre patte, mais en lien avec le pays et avec l'attachement culturel, architectural du pays? Honnêtement, on n'est pas encore arrivé. Ouais, donc c'est pour ça, c'est aventure. Mais dans notre expérience de passé, donc chez Ban et chez Kuma et chez Sana, c'est vrai que quotidiennement on a fait des concours, projets internationaux. Et c'est souvent l'architecte japonais fait plutôt conception de nouvelles typologies. Nouvelle typologie, c'est un nouveau mode de vie. Et si on arrive à proposer la chambre qui fait réaliser en qualité qu'on n'était pas en conscience, je pense qu'on peut attirer la curiosité des futurs usagers. Et c'est vraiment comment tirer leur curiosité. Donc tu es obligé d'observer bien, tu dois parler, tu dois écouter. Donc je pense que cet exercice, même tu ne maîtrises pas la culture, je pense que c'est de toute façon nécessaire, et c'est ça deviendra la source de conception. Donc moi je suis en France, mais je ne suis pas française, et donc je pense que je fais ça tous les jours aussi. Et donc je pense qu'aussi ce qui est important, c'est d'être de conscience de toi-même, de soi-même, que je suis par exemple japonaise. Et depuis, je suis loin d'être Japon, et je réalise que comment je suis très bizarre aussi par rapport à vous. Et l'idée, ça me met en position un peu neutre
Donc, je ne sais pas que j'arrive à faire comprendre, mais peut-être tu peux compléter. C'est bien. Merci du coup. Merci.